Mesdames, Messieurs, après cette arrivée en cortège devant le monument de la FEDIP, je vais demander à Madame Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement, de bien vouloir prendre la parole. Madame la maire de Paris, très chère Anne, Monsieur Fernando Martínez López, directeur général de la Memoria Histórica et représentant le gouvernement espagnol, chère Catherine Vieux-Charrier, chère Cristina Latorre Sancho, chère Véronique Salou, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants de la mémoire, présidents d'associations de déportés et enfants de déportés, Mesdames et Messieurs, nous voici réunis ce matin dans ce magnifique endroit pour une cérémonie peu commune à Paris et d'une grande importance pour l'histoire de notre ville comme pour celle de la France. Il y a un peu plus de 74 ans, les Parisiennes et les Parisiens étaient libérés du joug nazi. La liberté reprenait ses droits, pied à pied, immeuble après immeuble, rue après rue, quartier après quartier, arrondissement après arrondissement. Et si nos prédécesseurs purent reprendre le cours de leur vie, ils le doivent en grande partie aux combattants volontaires étrangers engagés dans la 2e DB au sein du 9e régiment de marche du Tchad, la trop méconnue Nueve, conduite par Amado Granel. Sur 160 hommes, 146 étaient des républicains espagnols. Ce sont eux qui, les premiers, entrèrent dans Paris, ainsi que sur la place de l'Hôtel de Ville. Ces hommes représentaient fièrement les républicains espagnols qui durent fuir la sauvagerie du franquisme il y a 80 ans au cours de la Retirada. Au cœur de l'hiver 39, ils furent près de 500 000 hommes, femmes et enfants à franchir la frontière en quelques jours à peine et le plus souvent dans des conditions abominables. La prise de Barcelone par les troupes du général Franco le 26 janvier les avait précipités massivement et brutalement sur les routes dans le dénuement le plus total. Il faut s'imaginer ces familles entières épuisées par 3 années de guerre civile, fuyant une mort certaine, se pressant à la frontière. Il faut rappeler aussi l'indignité du gouvernement français qui savait tout mais qui avait préféré détourner les yeux du drame qui se jouait de l'autre côté des Pyrénées. Il faut redire aux jeunes générations que notre pays a failli dans l'accueil de ces réfugiés, qui plus est porteurs de valeurs pourtant universelles et qui fondent notre idéal républicain. Nous les avons fouillés, détroussés, enfermés, entassés dans des camps à ciel ouvert sur les plages qui accueillent aujourd'hui des centaines de milliers de touristes chaque été. C'était notamment à Argelès, à Barcarès, à Saint-Cyprien, à Collioure. Le photographe Francisco Bois, dont nous avons transféré les cendres au Père-Lachaise il y a 2 ans, faisait partie de ces réfugiés. Lui qui a volé plus de 20 000 clichés du camp de Mauthausen où il fut déporté et qui permit de témoigner de l'horreur des camps. N'oublions jamais que l'histoire espagnole récente est bornée des mêmes grandes dates que la nôtre. 1934, la grève générale réprimée par le général Franco. 1936, la victoire du Front populaire et le soulèvement au cœur de l'été de l'armée avec la bienveillance de l'Église. Et puis la répression, les tueries aveugles de la population civile, malgré l'apport inédit de milliers de renforts étrangers devant le péril autoritaire. Le massacre des habitants du petit village basque de Guernica en 1937 restera le symbole éternel de cette barbarie, immortalisée par Picasso. Malgré cet accueil indigne, malgré la déportation de plusieurs centaines de républicains espagnols dès les prémices de l'occupation, les survivants de la Retirada furent nombreux à rejoindre le maquis et à défendre leurs idéaux. 240 000 choisirent à la fin de la guerre de rester en France, dont beaucoup à Paris et dans le 20e arrondissement. On s'en félicite, Anne, car c'est à ce choix qu'on doit ta présence. Ils s'y investirent dans le tissu associatif, syndical, politique,
En témoigne notamment l'installation de la CNT au 33 rue des Vignoles dans le 20e, dont j'ai vu les drapeaux. Leur histoire et la nôtre ne font qu'une, nos identités se mêlent, n'oublions ni leur engagement ni leur sacrifice. Nous devons le transmettre encore et toujours, transmettre ce souvenir et les idéaux aux générations qui nous suivent, et ne cessons jamais de tirer les enseignements de cette période, des résonances de l'histoire, du traitement que nous accordons à nos frères et sœurs en humanité, car demain c'est l'histoire qui nous regardera. Je tenais à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont permis la réussite de cet acte, de cette cérémonie. Elle fait honneur à notre ville. Vive Paris, vive la République et vive la Nueve. La parole est maintenant à Madame Véronique Salou, présidente de l'association du 24 août 1944. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être venus si nombreux en cette journée presque printanière, on a de la chance. Madame la maire de Paris, bonjour et merci. Catherine, merci beaucoup du soutien de vos services et merci aussi à tous ceux dans la mairie de Paris qui ont permis cette manifestation et ce beau succès. Señora Cristina Latol Sancho, Señor Fernando Martínez López, Señor Luis Fernando Rodríguez Guerrero, bienvenido y gracias por su presencia entre nosotros en este homenaje a los españoles antifascistas caídos por la libertad. L'année 2019 sera l'année de l'évocation de la retirada, l'exode de 500 000 républicains espagnols qui, après 32 mois de combat contre des armées de Franco et le fascisme européen, furent accueillis trop souvent dans des conditions indignes par la France de 1939. Ni victimes, ni martyrs, ils étaient tout un peuple plein d'espoir et de conviction, épris de liberté et de justice sociale. Si l'empreinte de cette mémoire continue à provoquer tant d'intérêt et de passion, c'est surtout parce qu'elle est synonyme d'avenir. Nombre de ces réfugiés traînaient dans leur maigre bagage des idées révolutionnaires, de partage, de solidarité. Pour les défendre, ils furent nombreux, dans l'exil, à reprendre la lutte contre le fascisme et à combattre la dictature franquiste durant leur long exil de 1939 à 1975. Il faut que chacun puisse comprendre d'où ils venaient, quelles étaient leurs motivations et pourquoi cette République espagnole, si singulière, écrasée par la barbarie, ignorée par les puissants, trahie par les États et les institutions internationales, résonne encore aujourd'hui, 80 ans après, si fortement dans le monde entier. Leur histoire est porteuse du combat contre l'idéologie fasciste, et nous devons effectuer le travail de transmission. Il s'agit d'une mémoire sociale, révolutionnaire, qui a bouleversé le monde. Nous évoquerons ce qui a précédé la tragique retirada et ce qui lui a succédé. Premiers déportés de France dans les camps nazis à Mauthausen, les Espagnols ont su mener une résistance intensément plurielle. Ils possédaient une admirable force de caractère pour ne pas s'abandonner au désespoir et continuer de lutter dans toutes les situations. C'est cela qu'ils nous ont légué et qu'il nous faut transmettre à notre tour. Le travail de mémoire doit essentiellement servir l'avenir, empêcher le retour des dictateurs en éclairant la vérité historique sans complaisance. Viva la République! Encore faut-il savoir quelle République nous voulons. Celle de 33 à 34, qui exerça une répression féroce contre les ouvriers, les mineurs, les paysans et les syndicalistes, ou celle de 36 à 37, qui fit naître une extraordinaire expérience sociale révolutionnaire jamais renouvelée. Ne pas avoir cette démarche vers demain, c'est condamner leur révolution à une momification. C'est falsifier l'histoire en omettant de transmettre les raisons et les difficultés de leur combat. Le chemin de la vérité est très difficile finalement. Pourtant, il nous faut l'exhumer pour avancer dans l'histoire de l'avenir. Je profiterai de la présence des représentants du gouvernement espagnol
pour évoquer un point qui nous tient à cœur et qui concerne les êtres humains oubliés, ces centaines de condamnés et exécutés sous le régime franquiste. Seront-ils encore oubliés en 2019 comme ils l'ont été en 1977 ou en 2007 ? Cette reconnaissance serait un acte politique fort lié à l'abrogation de la loi d'amnistie de 1977. Je terminerai devant ce monument, érigé par la Fédération espagnole des déportés et internés politiques, la FEDIP. Contrairement à cette fabrique de héros qu'on voudrait nous imposer, la plupart des déportés espagnols faisaient partie intégrante d'une chaîne de résistance dans le camp. Or, beaucoup d'entre eux sont toujours tellement oubliés qu'on a même aujourd'hui jusqu'à oublier leur nom. Je pense à José Bailina Sibila, numéro 4971, à José Esther Borras, 64 553, à Melchior Capdevila, Roca, 4664, au médecin Pedro Fresca Colomer, 3531, à Ramiro Santesteban, 3237. Ramiro Santesteban, dernier président de la FEDIP, encore vivant aujourd'hui, mais que son état de santé n'a pas permis d'être présent parmi nous, mais qu'il l'est de cœur, et de tant d'autres, dont mon père, Angel Olivares Gallego, 5080, qui inaugura en 1969, en compagnie de Daniel Meyer, représentant de la SFIO et membre du Conseil de la Résistance, ce monument, au titre de la FEDIP, dont il était le secrétaire du département de la Seine, et à Antonio Garcia Alonso, 4665, premier espagnol affecté au service anthropométrique et qui le premier commença à collecter des clichés, preuve des assassinats perpétrés dans le camp par les SS. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à suivre toutes nos manifestations au cours de l'année 2019, en commençant par ce jour-ci, au Père-Lachaise et au 33 rue des Vignoles, et tout au long de l'année, nos manifestations seront tournées vers justement ces 80 ans de l'anniversaire de l'exil. Voilà. Je céderai, après le morceau musical, je céderai la parole à Claude Garcia, qui est le fils d'Antonio Garcia, ce premier photographe espagnol de Mauthausen, et qui va présenter son papa, évoquer son travail, ce papa qui fut un de ceux de cette chaîne espagnole qui a résisté et qui a su mettre de côté toutes les preuves de l'innommable dans les camps de concentration. Merci beaucoup. Comme l'a dit Véronique Salou, la musique fait partie intégrante de la mémoire et de la transmission. Aussi, nous vous proposons un premier moment musical avec le morceau A las Barricades. J'invite maintenant M. Claude Garcia, fils d'Antonio Garcia, photographe à Mauthausen, à venir témoigner. Bonjour à tous et merci d'être là. Je m'appelle donc Claude Garcia et je suis fils de terroriste. Ma maman, elle a 32 ans en 1940, arrêtée par la police française, torturée, condamnée par un tribunal français
à 5 ans de travaux forcés pour terrorisme. Son chef de réseau, le député Jean Catla, est lui condamné à mort et sera décapité à la hache dans la cour de la prison de la Santé. Ironie de l'histoire, quand elle est rapatriée par la Croix-Rouge canadienne du camp de concentration de Ravensbrück, elle pèse 37 kilos, elle a le typhus, la fièvre typhoïde, et dans le même temps, le magistrat qui l'a condamnée est nommé premier assesseur au tribunal de grande instance de Paris. Comme quoi, il vaut mieux faire partie de l'élite, avoir des amis puissants, qu'un simple costume de bagnard sur le dos. Circonstance aggravante, elle va épouser un républicain espagnol. Mon papa, le Spaniard, matricule 4665 selon les SS, à 23 ans, en 1936. Photographe, dans sa ville de Tortosa, il va un soir fermer sa boutique, mettre la clé sous la porte et s'engager dans l'armée républicaine. Il est nommé sur le front, affecté au front de l'Èbre, doté d'une carabine de rebut de l'armée américaine, qui a transité via le Mexique pour arriver donc entre les mains des républicains espagnols. Particularité, la carabine Winchester est très pratique pour exterminer les peuples indiens lorsqu'on est à cheval, parce qu'elle s'arme par le bas. Lorsque vous êtes derrière un parapet, vous ne pouvez plus armer et vous ne pouvez plus viser. Les fascistes en face ont des Mauser de l'armée allemande qui s'arment par la culasse. C'est ensuite la retirada et l'internement par les autorités françaises. La mer d'un côté, les barbelés gardés par des tirailleurs sénégalais de l'autre. Peu ou pas à manger, de l'eau saumâtre, la dysenterie, la diphtérie. Le mot d'ordre, si vous n'êtes pas content, engagez-vous dans la Légion. 10 mai 40, invasion de la France. Les Espagnols sont tous volontaires pour monter au front. Ils sont organisés en compagnie de travailleurs et montent avec des pelles et des pioches pour renforcer la ligne Maginot. Ils ne l'atteindront jamais. 22 juin 1940, signature de l'armistice. Certains officiers qui encadraient les bataillons de travailleurs ont ouvert les portes des granges dans lesquelles ils étaient enfermés pour la nuit et leur ont dit de disparaître dans la nature. Ce sont ces Espagnols, ces républicains espagnols, qui vont former les noyaux des premiers maquis dans le sud de la France, forts de leur expérience de la guerre d'Espagne. D'autres officiers vont livrer la clé des granges au premier détachement de la Wehrmacht qu'ils vont rencontrer. Un simple lieutenant avec un sidecar dans le cas de mon papa. Les wagons à bestiaux n'ont pas tardé à arriver, direction Mauthausen. À leur arrivée, Mauthausen est encore un camp en construction. Il séjourne de la racaille, des opposants, des homosexuels, des asociaux et des tziganes. Les Espagnols sont regroupés par carrés de 10 sur 10 sur la grande place. Les SS, avec des chiens, en face d'eux, des mitrailleuses sur les miradors, et les capots armés de nerfs de bœuf qui circulent entre les rangs. Les SS font leur marché. Ils ont besoin de boulangers, de cordonniers, de musiciens et d'un photographe.
Le mot ressemble à l'espagnol, mon papa lève la main. Comme il s'avère compétent, il va survivre aux 5000 républicains espagnols morts à Mauthausen. Mon père n'est pas un héros. Son quotidien, c'est la peur, c'est la mort, c'est la faim. Ce sont les exécutions sommaires. C'est l'odeur de chair brûlée qui sort des fours crématoires et qui est omniprésente dans le camp. Il aura des cauchemars récurrents tout au long de sa vie. Les SS photographiaient les pendus pour l'exemple. Les déportés poussés dans les barbelés électrifiés. Les sondeurs commandos qui tiraient les corps des chambres à gaz. Mon papa était chargé du tirage. Pendant la phase de séchage, de loin en loin, pour ne pas éveiller les soupçons, il faisait glisser une photo entre le meuble et le mur. Ce sont ces photos qui seront récupérées à la libération du camp et qui, parmi d'autres, permettront de porter témoignage contre la barbarie nazie. C'était peu et c'était beaucoup, car découvert, c'était la mort immédiate. Encore deux récits qui ont bercé mon enfance. Ce jeune général russe qui a refusé de se séparer de ses hommes. Sur la grande place du camp, les SS l'ont arrosé en plein hiver à la lance à incendie. Il est mort, gelé, debout. Ou encore ses deux frères, je ne sais plus, tchécoslovaques, polonais. Un capitaine SS se tenait en haut des marches de la carrière du camp de Mauthausen que les déportés remontaient, donc ils remontaient l'escalier avec des pierres de 20 ou 30 kilos sur le dos, et il éliminait les plus faibles, en leur ordonnant de sauter ou en les poussant dans le vide. Un jour, ses deux frères l'ont attrapé chacun par un bras et ont sauté avec lui. Terroriste un jour, terroriste toujours. Je ne suis qu'un anonyme, un invisible, et je suis en colère. Certes, la République espagnole existe à nouveau après la mort de Franco. En France, les femmes ont obtenu le droit de vote. 14-18 devait être la der des der. 39-45, plus jamais ça. Depuis, plus de 300 conflits armés ont fait plus de 70 millions de morts, plus de morts que toute la dernière guerre mondiale. Les ventes d'armes se portent bien, sans parler de la pollution de l'air, de l'eau, du sol, des famines, des épidémies, des migrants qui meurent en Méditerranée. Que font nos gouvernants? Notre planète brûle et ils regardent ailleurs. 50 millions d'êtres humains sont-ils morts pour rien? Quel monde laissons-nous à nos enfants? Merci beaucoup. La parole est maintenant à Yvan Laroy, représentant de l'association Mémoire, Histoire des Républicains Espagnols de Lyon. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier l'association du 24 août et la mairie de Paris et tous ceux qui ont permis la réalisation de cette belle manifestation. Notre participation aux manifestations du 24 août chaque année nous pose toujours un problème, parce qu'Auxerre et plusieurs villes de Lyon ont été libérées le même jour. Le 24 août 2014, lors de la première marche sur le parcours de la Nueve, nous étions plus d'une trentaine de Lyonnes, et dans le même moment, le maire d'Auxerre remettait la mémoire d'honneur de la ville d'Auxerre à deux résistants qui ont libéré Auxerre. Il présentait le premier de cette manière. François Solano,
était espagnol, républicain espagnol. Chassé de son pays par les franquistes, après être passé par les camps, il est arrivé dans Lyon lors de l'Exode. Mais dès 1942, il rejoignait un mouvement de résistance. François Solano, jeune résistant, se verra confier le premier bazooka parachuté dans Lyon. Il participera à de très nombreux sabotages sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, en particulier au moment du débarquement. Et il sera au cœur du dispositif quand les Allemands attaqueront son maquis au Bois Blanc. 5 résistants ont été tués, 540 Allemands ont été mis hors de combat. Le 24 août, dans l'après-midi, la compagnie FTP Paul Bert arrive à son tour à Auxerre. Elle est en retard par rapport à la prévision parce qu'elle a été durement accrochée par les troupes allemandes en fuite. Et cette compagnie Paul Bert est commandée par le capitaine Castagne. Castagne, en fait, c'est Constantino Simo. Constantino Simo, en 1936, au moment du coup d'État, a 19 ans. Il s'engage avec son père dans les colonnes espagnoles pour libérer l'Aragon. Malheureusement, son père sera blessé, fait prisonnier, torturé, exécuté et jeté dans une fosse commune. Il ne réussira à passer la frontière, lui, que le 19 août 1939, c'est-à-dire pas au moment de la retirada, mais bien plus tard. Il sera pris par la gendarmerie de Pétain, envoyé bien sûr dans les camps, pas de Pétain, de Daladier, pardon, excusez-moi, envoyé dans les camps, et il sera envoyé après dans une compagnie de travail dans Lyon, en tant qu'agriculteur. Mais très vite, lui aussi, va chercher à rejoindre les maquis, la résistance française. Il passera par plusieurs petits maquis, où il va réorganiser, former les jeunes, et quand au printemps 1944, la compagnie Paul Bert est formée en agglomérant plusieurs petits maquis, les hommes demandent et obligent l'état-major à le nommer responsable de la compagnie avec le grade de capitaine. Dans ses mémoires, il écrit « Pour moi, c'était un devoir. Je voyais de plus en plus que c'était la continuation de la République espagnole. C'était un dû à mon père. » Après le débarquement, il arrive donc à Auxerre et il poursuivra le combat jusqu'en Allemagne. Il sera même nommé capitaine au titre des étrangers et chef d'un bataillon en Allemagne. Un général américain le nommera gouverneur d'une ville du Palatinat. Malgré ce passé exemplaire, il n'obtiendra la nationalité française qu'en 1996. Sa première demande est de 1974. Lors de la création de notre association, il y a 10 ans, bien sûr, Solano, Simo étaient connus. Une dizaine d'autres Espagnols étaient reconnus comme ayant été résistants. Après un travail avec l'ARORI, Association qui travaille sur la résistance, nous sommes maintenant à près d'une centaine reconnus comme ayant participé à tous les combats de libération de Lyon. Humbles, discrets, la plupart d'entre eux ont continué avec beaucoup d'efficacité leur lutte antifasciste commencée en Espagne. Mais je pourrais très rapidement vous parler de quelques autres. De Georges Semprin, arrêté à Joigny, emprisonné et torturé à Auxerre. De la destruction à la Grenade par 3 frères, les frères Frauca, qui vont d'un blindé léger du côté de Villeneuve-sur-Yonne. De la capture d'une citerne de 3000 litres, puis dans une autre opération d'un canon antiaérien, par un résistant que tout le monde appelait Domino. Mais Domino, c'était Domingo Bellavista. De la participation de Godine, qui vit encore, qui vit sur Châlons,
à la libération d'Avalon et à des très durs combats du côté de Saint-Moré et de Pont-Aubert. Certains résistants de Lyon, certains Espagnols résistants de Lyon, paieront de leur vie aussi cet engagement. Je veux parler de Palancio, Doblado, Cortés, membres du maquis Vauban depuis les années 43 et qui seront exécutés de manière inexpliquée, ou tout du moins si très lâche, lors de la libération de Tonnerre. Antonio Garcia, qui était connu dans Lyon sous le nom de Joseph Moreno, organise dès 1942 le sabotage de trains de munitions qui partent du camp de Varennes pour aller sur l'Est. Il est bien sûr soupçonné, il est obligé de quitter Lyon, il va se réfugier à Brest, deviendra ensuite responsable d'une compagnie FTP en Bretagne, il sera pris et lui aussi exécuté. Lyon libéré, 2 camions chargés de républicains espagnols, bien pourvus par leurs camarades des maquis en armes légères, prennent la direction du sud, la direction des Pyrénées. Ils vont rejoindre les 11 bataillons de sécurité déployés de Perpignan à Bayonne pour faire face à une éventuelle attaque des troupes franquistes pour venir en aide aux troupes nazies. Beaucoup de ces résistants vont en profiter pour aller établir des maquis de l'autre côté de la frontière parce qu'ils pensaient que les Alliés, ils étaient persuadés qu'il y avait un accord entre les Alliés et la résistance pour libérer l'Espagne. Malheureusement, après l'échec du Val d'Aran et leur démobilisation fin mars 1945, ces Espagnols vont se retrouver, vont être renvoyés dans leur région d'où ils provenaient. Il était clair pour eux à ce moment-là que c'était la deuxième fois qu'ils étaient abandonnés, trahis, et que Franco était là pour de très nombreuses années, et que les Espagnols resteraient des réfugiés, pour beaucoup d'entre eux des apatrides, vaincus, mais forts de leurs convictions, de leurs rêves de liberté et de justice sociale. Merci. Nous allons maintenant entendre un texte d'Elsa Osaba, fille de déportés, lu par Juan Chicaventura. Bonjour mesdames et messieurs. Au nom d'Elsa Osaba Bailo, membre de l'organisation Querella Argentina, je voudrais brièvement rappeler ce que réclame cette organisation et dans quel contexte. L'histoire des Espagnols qui ont vécu un exil aussi long que douloureux est enfouie dans l'oubli français. Quand quelque chose est trop embarrassant, la solution est de le cacher. Nous sommes reconnaissants aux hommages rendus par les autorités françaises à la participation des Espagnols pour la libération de l'Europe. C'est un pas vers la vérité. Mais nous n'oublions pas à quel point les Alliés nous ont laissés impuissants, la France en particulier, en reconnaissant le dictateur Franco. Certains de nos parents et de nos proches ont été rapatriés, de force vers une mort quasi certaine, ou dans une prison inhumaine. D'autres furent pratiquement réduits en esclavage. Les hommes des CTE, utilisés comme auxiliaires de l'armée française, ne furent pas reconnus comme soldats français et, séparés des autres, furent partis des premiers déportés vers l'Allemagne nazie. Pour que les hommages à l'exil qui fut notre Holocauste ne soient pas seulement des cérémonies condamnées à de simples photos officielles, nous voulons que vérité, justice et réparation s'accomplissent pour les garanties de non-répétition. Nous sommes attristés par l'échec de la restauration de la justice universelle. Cela signifie que la cause de l'exil et de la déportation ne se retrouve que dans le cadre de la plainte déposée par l'Argentine. Nous ne voulons pas du désir des autorités d'inviter à la réconciliation. Ce que nous honorons aujourd'hui, héros d'hier, continue d'être un exemple de résistance à un monde qui n'est pas meilleur, mais qui se souvient du monde pour lequel ils ont combattu. Le 15 janvier dernier est venue la demande de ce pardon de la part de la ministre de la Justice au nom du gouvernement espagnol pour l'oubli institutionnalisé de l'exil.
Merci Madame la Ministre pour cela. Mais permettez-moi une réflexion personnelle. À la mémoire de ma mère, récemment décédée à l'âge de 98 ans, 3/4 de siècle se sont écoulés depuis la création des droits de l'homme. Pourtant, le résultat est là. Ils continuent de briller par leur absence. Santé et République. Nous poursuivons notre recueillement musical avec le morceau intitulé Mauthausen. Cada vez que recuerdo tu nombre, mi alma se llena de emoción. Cada vez que recuerdo tu nombre, llora y llora mi corazón. Mauthausen, la sangre de los deportados, tu nombre ha marcado por la eternidad. Mauthausen, la muerte de los torturados y del mundo entero, toda tu crueldad reposa debajo tu suelo. Todos los que han muerto por la libertad, descansa en paz, compañero deportado. De todos los que han sufrido, nunca serás olvidado. Cada vez que recuerdo tu nombre, mi alma se llena de emoción. Cada vez que recuerdo tu nombre, llora y llora mi corazón. Mauthausen, la sangre de los deportados, tu nombre ha marcado por la eternidad. Mauthausen, la muerte de los torturados y del mundo entero, toda tu crueldad. Quisiera antes de morir poder 1000 veces decir Mauthausen, Madame Véronique Saloux va nous donner quelques explications sur les conditions de composition de cette œuvre. La chanson que vous venez d'entendre donc, a été créée en 1965 pour le 20e anniversaire de la libération du camp. Elle est issue d'un 45 tours qui a été édité par la FEDIP au moment de ce 20e anniversaire et qui comportait 4 chansons, dont 3 d'entre elles ont été créées au camp de Mauthausen. La première chanson, c'est El Canción del Prisionero, qui a été composée et chantée à Mauthausen le 19 juillet 1943. Juan Sin Tierra, qui a été composée et chantée aussi à Mauthausen et qui a été dédiée ensuite au peuple espagnol. Et le chant Retornarem, qui a été composé le 5 mai, le jour de la libération du camp. Ces 4 chansons,
ont été composées et chantées par 2 déportés, donc Ricardo Garriga, le numéro d'immatricule 5972, et ont été chantées par Juan Vilato, le matricule 3829, qui était un des plus jeunes déportés de Mauthausen, et qui chantait, la voix que vous avez entendue, avec un poumon en moins. La couverture de ce petit 45 tours a été dessinée aussi par un déporté, Ramon Mila, le numéro 9035. Merci. J'appelle maintenant M. Fernando Martínez López, directeur général de la Memoria Histórica, à prendre la parole. Buenos días, bonjour, messieurs, dames. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores, a la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, a todos ustedes, por invitar al Gobierno de España a participar en este acto de homenaje a los españoles que lucharon por la libertad. Muchísimas gracias. Aquí estamos una representación del Gobierno de España, del Ministerio de Justicia, encabezada por Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia, por Luis Fernando Rodríguez y por mí mismo, que soy el director general de la Memoria Histórica. Quiero en primer lugar felicitarles por haber elegido este lugar para iniciar los actos de conmemoración de la retirada y felicitarles porque el cementerio Père Lachaise es un símbolo en la historia y en la lucha por la libertad. Aquí hay muchos hombres y muchas mujeres que lucharon y que dieron su vida por la libertad. Así es que muchísimas felicitaciones por esta elección y porque hoy se inicia lo que va a ser la conmemoración aquí en París del aniversario, del 80 aniversario de la retirada y del exilio republicano español. Un exilio republicano que el Gobierno de España este año ha decidido en Consejo de Ministros conmemorar oficialmente. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un gobierno español decide conmemorar el exilio. Y lo vamos a hacer por 3 razones fundamentales. Primera, por hacer un reconocimiento a los hombres y a las mujeres que tuvieron que salir de España, también a sus lugares de memoria. Segundo lugar, queremos rendir tributo a las instituciones y a los países que dieron acogida a aquellos hombres y aquellas mujeres que salieron a lo largo de la Guerra Española y a lo largo de enero y febrero de 1939. Hemos empezado ya a conmemorar este aniversario. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la semana pasada estaba en México. Y en México, para rendir tributo a un hombre como Lázaro Cárdenas, que abrió los brazos para recoger a los hombres y a las mujeres del exilio republicano. Y estuvimos también en el Ateneo Republicano, el Ateneo Español en México. Y vamos a seguir haciendo actividades en México. Y quiero adelantarles que por primera vez el Gobierno de España y un presidente, dentro de una semana, va a estar delante de la tumba de Manuel Azaña. Pedro Sánchez el día 24 estará delante de la tumba de Manuel Azaña como nunca se ha hecho. Y también estará ese mismo día en la conmemoración
en el aniversario de la muerte de Antonio Machado en Coyur. Y tenemos un tercer objetivo. Ese tercer objetivo es rescatar al exilio republicano español del olvido. Es cierto que ustedes conocen el exilio republicano. Lo han vivido en sus padres, lo han vivido en sus abuelos. Pero es cierto también que la gran población española lo desconoce. Y el gran objetivo que tiene el gobierno de España con esta conmemoración es sacar del olvido en el que ha estado el significado del exilio republicano a lo largo de muchos años y llevar la historia del exilio republicano a las escuelas, a la gente joven, a los institutos, porque aquellos hombres y aquellas mujeres que salieron de España y tuvieron que venir a Francia para luego desperdigarse por distintos continentes, representaban la mejor España, representaban valores democráticos, representaban virtudes republicanas. Aquellos hombres y aquellas mujeres, por representar esos valores y esas virtudes, fueron deportados a los campos de exterminio nazi. Aquellos hombres y aquellas mujeres, por representar valores democráticos y virtudes republicanas, tuvieron que seguir luchando contra el fascismo aquí en Francia y enrolarse en la resistencia. Y aquellos hombres y aquellas mujeres, por tener valores democráticos y valores y virtudes republicanas, se convirtieron en ese hilo conductor que nos une aquellos momentos de los años 30 democráticos en España con lo que es la democracia hoy en España, con lo que son los valores democráticos hoy en España. Y ese hilo conductor de lucha en la resistencia, ese hilo conductor de lucha también contra el fascismo en Europa, es lo que hace que los españoles formemos parte también de la memoria democrática europea. Nosotros no quedamos al margen de esa memoria democrática europea que todos ustedes sienten, todos ustedes han vivido y todos ustedes lo llevan aprendido en el corazón. En este momento en España estamos viviendo un resucitar potente de las derechas autoritarias, de las tres derechas unidas que vuelven a decir que los demócratas españoles, que vuelven a decir que los que luchamos por la justicia, que los que queremos la igualdad, que los que queremos el entendimiento entre pueblos de las distintas regiones y nacionalidades de España, a los que defendemos esto, nos vuelven a decir que somos la anti-España. No, es el momento de mayor unión, es el momento de mayor firmeza en los valores democráticos y en esas virtudes a las que antes hacía referencia. Yo no quiero extenderme más, pero hace 7 meses, invitado por la alcaldesa de París, estuve en el acto que la asociación del 24 de agosto hacía en reconocimiento de los hombres que entraron y que fueron pioneros en la libertad y en la liberación de París. Y aquel mismo día yo les anunciaba a ustedes que el Consejo de Ministros de España aprobaba un decreto para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Pues hoy puedo decirles que estamos en los últimos momentos administrativos para que pronto el dictador salga ya de ese Valle de los Caídos, que evidentemente él no puede estar allí porque es un mausoleo que no puede ser de ninguna de las maneras para un dictador. Pero hoy la representación del Gobierno de España no solo venimos a poner unas flores en este monumento, que las vamos a poner con todo el cariño, también venimos
a reafirmarnos en la necesidad que tiene en este momento España y que impulsa el gobierno de reparación de las víctimas del franquismo, de las víctimas de la dictadura. Tenemos una tarea importante. Tenemos todavía muchos hombres y muchas mujeres amantes de la libertad que están en fosas comunes. Es el compromiso del gobierno español el sacar a esos hombres y a esas mujeres y poder entregarlos a sus familiares para que den digna sepultura. Y escúchenme ustedes, esto no es una cuestión de unos ni de otros, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión clara y abiertamente de dignidad democrática. Tenemos un claro compromiso en resolver los problemas del conocimiento de la verdad, de la justicia, de la reparación y situar las garantías de no repetición con los hombres y las mujeres de España en su conjunto, porque es un tema de dignidad democrática. Así es que, amigos y amigas, esta mañana aquí en París, muchas gracias por su invitación, honor y gloria a los españoles que combatieron por la libertad. ¡Viva la libertad! Este es el logotipo del 80 aniversario del exilio republicano español, que va a llevar todos los actos, más de 150 actos que tenemos previstos prácticamente por todo el mundo y que aquí en París celebraremos unos cuantos de la mano de vuestra alcaldesa, nuestra alcaldesa. Muchas gracias. La parole est maintenant à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Cher Frédéric Calandra, Madame la maire du 20e, chère Catherine Vieux-Charrier, chers élus qui accompagnaient ce travail que nous faisons au quotidien, mais je veux aussi saluer la représentation du gouvernement espagnol, querido Fernando, querida Cristina. Aquí estamos juntos para este acto tan fuerte, tan lindo, y quiero agradecerle por todo lo que estáis haciendo para esta memoria que tenemos que recuperar y llevar por delante, porque es la memoria de mujeres y hombres quienes siempre han combatido para la libertad, y aquí estamos juntos para ellos. Je veux aussi bien sûr saluer Véronique Salou, chère Véronique, merci, et toutes les associations qui sont au quotidien exigeantes, et elles ont raison de l'être, pour nous aider à porter cette mémoire. Je veux également saluer parmi nous Alexandre Adler, Alexandre, grand historien aussi, et qui nous éclaire beaucoup sur... je sais que c'est un grand amoureux non seulement des brigadistes avec lesquels il a des liens forts, mais bien sûr de l'Espagne républicaine. Chers amis, comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai été bercée dans mon enfance par l'histoire familiale de l'exil, de la guerre d'Espagne et de la retirada. Mon père va avoir 90 ans, donc il avait 10 ans au moment de la retirada de Antequera, Malaga, où il est remonté avec des colonnes de réfugiés. Il est remonté cette route de la retirada avec un récit qui est d'abord un récit familial et un récit avec les yeux de l'enfant de 9 ans qu'il était lorsqu'il a, dès juillet 1939, commencé à remonter avec ses parents cette route de l'exil. Donc les yeux d'un enfant qui voyait des milliers de personnes, des femmes qui mouraient, qui, après les bombardements, restaient accrochés à leur enfant, la mère morte, l'enfant peut-être encore vivant. Des souvenirs, un récit comme on peut le voir avec des yeux d'enfant. Et je n'avais que ce récit familial, puisque bien sûr le récit historique, il était caché. Mais ce récit familial, il m'a permis de comprendre, de connaître, de savoir que beaucoup de ces Espagnols sont arrivés
cherchaient les régions où la République vivait encore, où elle se battait, où elle résistait. Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont allés vers les Pyrénées, vers la Catalogne. Ce fut le cas de ma famille, avant d'être au moment où la Catalogne, Barcelone tombe entre les mains des franquistes. Ces sirènes, des sirènes partout, pour dire à tous ces réfugiés qui étaient massés sur les bords de la frontière de passer de l'autre côté. Et puis de l'autre côté, les camps pour les combattants, les camps pour les familles, des hôpitaux, des prisons ouvertes, transformées à la hâte en camps. Ma famille se retrouva dans une prison vraisemblablement dans le Lot-et-Garonne, parce que là aussi, cette mémoire de ces lieux, mis à part quelques-uns des camps, heureusement, qui sont là et qui aujourd'hui portent cette histoire républicaine, mais beaucoup de ces lieux ont été détruits et sont très difficiles aujourd'hui à identifier. Donc toute cette histoire est l'histoire que nous partageons de très très nombreux Espagnols, franco-espagnols, français. C'est une histoire commune et c'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que je suis devant vous pour ce lancement du 80e anniversaire de la retirada et de cette guerre qui a été une guerre terrible, d'abord parce que guerre civile, parce que les populations espagnoles, les combattants pour la liberté n'ont pas été aidés, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en revanche, ils se sont, eux, impliqués, comme peut-être tous ceux qui venaient de pays qui avaient déjà dû combattre le fascisme. Je pense à des Italiens, je pense à d'autres plus loin qui avaient une autre histoire, mais qui ont été aussi des combattants incroyables contre le fascisme. Je pense aux Arméniens et à bien d'autres. Et donc, ces femmes et ces hommes se sont retrouvés seuls au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, encore plus seuls qu'en 1936. Et en fait, ils ont continué à vivre, à transmettre, à se battre pour leur idéal de liberté. Et donc, je suis à la fois émue, heureuse et fière. Je pense à eux tous. Je me dis que, bon, ils ont gagné. En fait, ils ont gagné. On est là. On est là. On est tous là. Donc, ils ont gagné. Alors, c'est vrai qu'il y a des histoires terribles, des vies fauchées, des familles dévastées, des drames qui, lorsqu'ils sont tués, éteints, lorsqu'ils n'ont pas droit à une reconnaissance officielle, sont des drames qui forcément travaillent encore plus durement les familles qui les ont éprouvées, parce que elles se posent seulement la question de la légitimité de leur histoire et celle de leurs parents ou grands-parents. Mais nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir donner à cette histoire, à ces mémoires, toute leur amplitude, toute leur force. Et je veux le dire, je le dirai en espagnol, quiero agradecerle al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, porque no era una tarea tan fácil de llegar en estas circunstancias al gobierno español y de decidir, como lo decidió él, de darle la posibilidad a esta historia y a esta memoria, no solamente de que se conozca y que se aprenda en las escuelas, en la historia oficial, pero también que sea legitimada, porque yo creo que se necesitaba esto, se necesitaba algo que no era, de verdad, reconciliación no es la palabra que conviene en nada, sobre todo cuando se ve lo que está pasando ahora. Reconciliación no, pero conocer, saber, poner palabras justas, datos, fechas, y también poder comentar y darle esta legitimidad y darle este reconocimiento a todos los que han combatido y que han muerto por esta libertad. Eso ha sido un acto muy fuerte y no un acto de una circunstancia, no es solo un discurso del presidente
Pedro Sánchez. Estuviste con nosotros, Fernando, estuvimos juntos el 24 de agosto, lo comentaste, y fue un momento tan fuerte también para nosotros de poder compartir esto y de tener también por primera vez una representación oficial del gobierno de España. Y además ese día mismo donde lo había decidido el pueblo español con su gobierno de sacar al dictador del Valle de los Caídos. Todo esto era, bueno, muchos símbolos y una historia que estaba también ahí escribiéndose con muchas convergencias y mucha fuerza. Y quiero agradecerle por todo esto. Je veux dire que c'est d'autant plus important de commémorer, de faire ces colloques, ces moments, ces recueillements, de rappeler l'histoire, les noms de ceux qui ont combattu, de ce qu'ils ont fait, les noms aussi de celles et ceux qui n'ont peut-être pas combattu, mais qui ont été là, qui ont aussi souffert et apporté leur pierre pendant cet exil. Ceux aussi qui sont retournés et qui ont connu ensuite la prison, les exécutions et qui ont connu la déchéance, puisqu'ils étaient déchus de tout, qui ont connu, ce fut le cas aussi pour ma famille, que les enfants soient considérés comme des enfants de rouge, donc à jamais marqués du sceau d'enfants de rouge dans toute leur vie professionnelle. Et tout ça, c'est aussi cette histoire que nous devons porter aujourd'hui et que nous devons non seulement faire nôtre, mais partager. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus important de le dire que, bien sûr, avec souvent une volonté d'édulcorer, de changer les mots, de vider les mots de leur sens, on voit revenir, on parle de populisme, il y a aussi des fascismes, il y a des fascistes qui reviennent y compris dans mon Andalousie natale, comme force politique alliée à des forces dites progressistes. Il faudra qu'on m'explique comment on peut être progressiste et s'allier à des forces qui revendiquent l'attachement à un dictateur. Et qui, par ailleurs, parce que ça n'est pas encore vraiment ni connu ni commenté, viennent de confier justement à cette force d'extrême droite, fasciste, le soin de porter la mémoire et la culture au sein du gouvernement d'Andalousie. Donc bien sûr que ce que nous faisons là a une résonance très particulière, c'est que nous sommes des femmes et des hommes engagés dans des responsabilités associatives, dans des vies, la vie familiale, la vie politique. Nous sommes engagés et on ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas et comme si les mots devaient perdre leur sens. Donc, commémorer pendant cette année le 80e anniversaire de l'exil républicain et démarrer ici à Paris, ça a du sens. Parce que Paris est une ville de liberté, parce que Paris, c'est le berceau de la République française avec toutes les autres communes, mais Paris a toujours joué un rôle, son peuple. Quand on dit Paris, c'est son peuple, a joué un rôle majeur justement dans la défense de ces valeurs républicaines tout au long de l'histoire. Paris fait partie des grands mythes des républicains espagnols, comme la République française qui fait partie des grands mythes des républicains espagnols. Et donc, ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons ici au Père-Lachaise pour lancer ces nombreuses commémorations, colloques qui vont nous permettre de faire en sorte que cette histoire soit connue, qu'elle puisse être portée, propagée, diffusée, comme il se doit pour qu'elle constitue une chaîne, un lien très, très solide, un lien très fort entre toutes celles et ceux qui continuent à repérer, à comprendre qu'il y a du danger et que les valeurs pour lesquelles nos grands-parents, nos parents, nos voisins se sont battus sont des valeurs qui sont fragiles.
en fait que la République est fragile, que la démocratie est toujours fragile, parce que il faut en prendre soin. Et comme tout ce qui est fragile, si on n'en prend pas soin, eh bien, ça s'abîme et ça perd de sa force. Et je pense que ce que nous faisons là, c'est aussi donner cette force et prendre soin de ce qui nous est le plus cher, à savoir ces valeurs qui sont les valeurs inscrites d'ailleurs au fronton de nos mairies, la liberté, l'égalité et la fraternité, pas l'une sans l'autre, mais les trois ensemble, tout le temps. Les trois ensemble, tout le temps. Il ne peut pas y avoir de liberté sans égalité et tout ça sans fraternité, ça n'existe pas. Donc ce sont les trois ensemble. Et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Alors, je vais, pour terminer, vous dire aussi quelques vers d'un poète magnifique, Federico García Lorca, qui lui aussi a été exécuté, qui lui aussi est un grand symbole pour tous les amoureux de cette période, pour tous ceux qui veulent porter haut et fort cet héritage des républicains espagnols. Je rappelle, hein, les républicains espagnols, pour eux, ont changé le monde avec la culture et l'éducation. Je crois que c'est vraiment ce qui continue à nous marquer aujourd'hui. Et la présence des artistes, de la culture dans ce qui fut cette révolution, cette aspiration des républicains espagnols à la liberté est toujours très présente. Et c'est là aussi quelque chose d'intemporel. Donc Federico García Lorca, intemporel. Sobre París la luna tiene color violeta y se pone amarilla en las ciudades muertas. Y sobre los desiertos es profunda y sangriente. Je vous remercie. Je vais demander à l'assistance de bien vouloir se lever pour la présentation des gerbes. La première gerbe sera déposée par Territoire de la mémoire de Liège. Association du 24 août 1944. Madame Cristina Latorre Sancho, sous-secrétaire à la justice, représentante le gouvernement espagnol. Et Monsieur Fernando Martínez López, directeur général de la Memoria Histórica. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, accompagnée de Catherine Vieux-Charrier, adjointe chargée de la mémoire du monde combattant et correspondant défense. Madame Calandra, maire du 20e arrondissement. Et Monsieur Alexandre Adler. Je vous propose maintenant un moment de recueillement dans le silence. Merci. Le chant des oiseaux nous a accompagnés pendant toute notre manifestation. C'est sur ce très beau morceau de Pablo Casals que nous terminerons notre cérémonie.
Madame la maire de Paris, accompagnée des autorités présentes, va saluer les porte-drapeaux. Vous êtes invités à poursuivre cette commémoration au 33 rue des Vignoles, en compagnie de l'association 24 août 44, qui, pendant tout le week-end, va animer ses locaux avec de nombreuses séquences. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Reviendrons per les chemins de France, pour blesser mais l'espoir retrouvé. Reverrons la terre de notre enfance, que malgré nous il a fallu quitter. Oui, gardons mon cœur notre espérance, les beaux jours enfin vont revenir, et nous oublierons jusqu'à nos souffrances dans la joie d'un nouvel avenir. La 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 la, et nous oublierons jusqu'à nos souffrances dans la joie d'un nouvel avenir. La 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 la.